Bonjour à tous, bienvenue pour cette 6e édition de Futurapolis Santé. Ma santé, ma bataille. Alors pendant 2 jours, nous allons aborder une multitude de sujets passionnants avec les meilleurs experts. Nous allons parler d'alimentation, de longévité, d'accès aux soins, de maladies rares, et ce sera aussi l'occasion pendant cette édition de mettre en lumière tout le talent et toute l'ambition donc de Montpellier, notamment avec le projet Medvalley. Et pour commencer donc ces 2 très belles journées, je vous propose une très belle conférence sur l'eau. L'eau, ce bien si précieux, parce que comme vous le savez tous, nous avons été invités cet été à réduire notre consommation en raison de la sécheresse. L'eau, il faut également veiller à ne pas la polluer, et c'est aussi un marqueur très important de notre état de santé puisque son suivi nous permet donc de prévoir l'évolution des épidémies, notamment celle donc de la Covid-19. Alors pour cette très belle conférence, je vous propose tout de suite donc d'accueillir Hélène Fénet, qui va arriver donc. Bonjour madame. Éric Servat, on peut les applaudir effectivement. Guillaume Tirel. Et bonjour monsieur Tirel, prenez place. Et donc pour modérer ces échanges, Géraldine Vosner, qui est rédactrice en chef du Point, plus particulièrement en charge des sujets environnement et énergie. On l'applaudit également. Et Géraldine, je vous passe la parole pour ce très beau premier débat. Bonjour. Ah, il marche. Ça, c'est magnifique. Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. On a voulu parler de l'eau aujourd'hui parce que c'est la condition finalement de la vie et au cœur de nos politiques de santé. Elle le sera probablement encore plus demain, puisque l'urbanisation, la démographie et le réchauffement climatique amplifient la raréfaction de cette ressource précieuse. Donc on va se poser avec nos invités la question de comment relever tous les défis que ça pose pour économiser, pour partager, pour préserver cette ressource. Donc, on a donné leur nom, mais pas leur qualité. On accueille aujourd'hui Éric Servat. Vous êtes hydrologue, directeur du Centre international de l'UNESCO sur l'eau, qui a été créé tout récement, je crois, à Montpellier. Absolument, il a à peu près 18 mois. Oui. D'accord. Et vous avez cette vision un peu internationale. En même temps, vous vous intéressez beaucoup aux solutions qu'on peut trouver localement, puisque vous êtes vice-président d'un pôle de compétitivité sur l'eau. Hélène Fénet, vous êtes docteur en pharmacie, professeure de santé publique et environnement à l'Université de Montpellier, et vos recherches portent notamment sur les contaminants émergents. Et puis Guillaume Tirel, chargé de recherche à l'INRAE, vous étudiez, vous, les impacts du changement climatique sur l'hydrologie. Vous nous faites une cartographie de l'avenir et des problèmes auxquels on va être confrontés. Je me tourne vers vous, peut-être, Monsieur Servat, pour planter un décor. L'été 2022 a vu se succéder un nombre incroyable de crises, des incendies, des inondations, des pluies diluviennes, une mousson monstre au Pakistan. Qu'est-ce que ça nous raconte de ces crises de l'eau? Est-ce qu'on aura bientôt 10 milliards d'habitants sur la planète? Est-ce que ce sera soutenable? Est-ce que ce sera soutenable? En tout cas, ce qu'on a vécu cette année doit nous alerter incontestablement. Je pense que finalement, on a souvent, nous, dans les pays occidentaux au sens large, on va dire, un regard sur l'eau qui est un regard qui fait abstraction de beaucoup de choses. Et tout ce dont on fait abstraction, précisément, nous a un peu rejailli à la figure cet été, avec des endroits où, effectivement, vous l'avez dit, on a vécu des pluies de mousson qui étaient absolument démentielles, avec un cortège de décès et de catastrophes absolument invraisemblables. Et puis, à l'inverse, on a, dans nos régions en particulier, mais dans d'autres régions du globe aussi, vécu des périodes qui sont des périodes de sécheresse, des périodes caniculaires, des périodes avec des températures donc extrêmement élevées. Et on sent bien que finalement, il y a une sorte d'intensification, dans un sens comme dans l'autre,
Le problème de l'eau, finalement, d'une certaine manière, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est un problème qui est globalisé, mais il se traduit de manière très différente selon les endroits. Et donc, il est quasiment impossible d'avoir la solution qui va permettre de résoudre tous les problèmes partout. Mais est-ce qu'on peut quantifier ces pénuries à venir ? J'ai lu 40% à peu près de la population qui va être confrontée à des pénuries. Absolument, absolument. C'est ce qu'on a évoqué, c'est ce qu'on a vu, effectivement, c'est ça. Il faut voir que la consommation en eau, finalement, augmente à grande vitesse. Elle a été à peu près multipliée par 6 entre le début du XXe siècle et maintenant. Et on s'attend effectivement à ce que la consommation en eau soit multipliée par 2 d'ici 2050. À cela, il y a des raisons, la croissance de la population, l'amélioration du niveau de vie, l'urbanisation, le réchauffement climatique qui impose d'aller prélever plus sur les ressources. Donc il y a effectivement cette contrainte-là qui pèse de plus en plus lourd sur tous les secteurs de l'activité. Guillaume Thiriel, vous pouvez la cartographier finalement cette future pénurie dans certains endroits, excès peut-être dans d'autres. Oui, exactement. C'est vrai que nous, en tant qu'hydrologues, on repose beaucoup sur les travaux des climatologues. Donc on a tous déjà vu les rapports du GIEC qui nous donnent un peu le climat pour ces prochaines décennies. Et nous, derrière, on vient traduire ça en termes de ressources en eau, donc de débit dans les rivières et de niveau de nappe. En ce moment, en France, on est en train de mettre à jour notre connaissance sur les ressources futures dans un projet Explore 2 qui est financé par le ministère de l'Environnement et l'Office français pour la biodiversité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est vraiment dans une zone, comme l'a dit Eric, c'est un changement global, et en France, on est dans une zone qui est entre la Méditerranée, qui est vraiment un hotspot du changement climatique, avec un assèchement, donc moins de précipitations dans le futur, et le nord de l'Europe, où au contraire, on aura plus de précipitations. Donc la France est vraiment entre les deux, donc ça veut dire que le sud de la France sera plus sec et le nord de la France plus humide. Mais surtout, le gros signal que nous, on voit, c'est qu'on aura une intensification du cycle saisonnier, c'est-à-dire des hivers plus humides et des étés plus secs. Ajouté à ça, on a bien sûr une augmentation de la température qui va créer plus d'évaporation et des demandes en eau plus élevées. Hélène Fernet, quand on voit, on l'évoquait, l'urbanisation galopante sur la planète, dans des pays qui n'ont pas toujours les infrastructures nécessaires pour le traitement des eaux, est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que la qualité de cette ressource va être un sujet prégnant et comment est-ce qu'il impacte notre santé? La problématique de la qualité des eaux est déjà un sujet prégnant, notamment dans les pays où on ne dispose pas finalement de systèmes d'assainissement raisonnables, tant d'un point de vue sur des problématiques microbiologiques et finalement d'exposition humaine via les eaux usées, et tant également sur des problématiques de contaminants chimiques qui sont relargués directement dans les milieux. Donc finalement, on exerce à la fois une pression sur les écosystèmes et sur l'équilibre des écosystèmes et, in fine, finalement également des expositions humaines. Et tout ça, il faut avoir aujourd'hui donc une vision très globale. Et il est clair que lorsque vous n'avez pas les moyens finalement de gérer les eaux usées ou qu'elles sont mises dans les milieux sans traitement donc en amont, donc effectivement, vous augmentez cette pression sur le milieu naturel. Qui finalement derrière va engendrer à la fois des problématiques écosystèmes et humaines. La France a ses moyens. On a de la chance, a beaucoup de moyens et en met beaucoup d'ailleurs pour gérer ses eaux. Néanmoins, est-ce que vous diriez, Guillaume Thiriel, qu'on a déjà bien pris conscience des problèmes auxquels on va être confronté? Pas suffisamment. Alors il y a prendre conscience et puis faire ce qu'il faut derrière. Conscience, oui, je pense qu'on a tous pris conscience qu'il y a du changement climatique, qu'il y a de plus en plus de problèmes liés à l'eau, que ce soit le grand public, mais aussi les acteurs autour de l'eau, parce que la sécheresse qu'on a eue cet été, c'est pas la première, et
je me place même dans la région Grand Est, hein, qui est une région où on peut se dire que c'est quand même plutôt humide, il y a suffisamment de ressources, mais en fait, ils ont eu une sécheresse en 2022, en 2020, en 2019, en 2018, et déjà maintenant, ils commencent à se poser la question de est-ce que on va pas plutôt avoir des problèmes de sécheresse dans le futur, et du coup mettre en œuvre des solutions d'irrigation, par exemple, alors que c'est vraiment une zone de la France où il n'y en a pas du tout. Donc, oui, on a conscience du problème, mais il y a encore beaucoup à faire pour vraiment régler le problème. Et Éric Servat, vous appelez souvent à changer notre rapport à l'eau parce que on a finalement des comportements d'enfants gâtés par rapport à cette ressource, ce qui nous bride un peu dans notre volonté d'adaptation. Tout à fait. Effectivement, je pense qu'on a un regard sur l'eau qui est issu finalement du fait que l'eau et tout ce qui touche à l'eau, c'est d'une terrible banalité dans la société dans laquelle on vit au quotidien. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais manqué d'eau, vous tournez votre robinet, ça coule, l'eau qu'on vous fournit est de bonne qualité, donc il n'y a jamais eu de problème. Et quand il n'y a jamais de problème, c'est vrai que ça complique un petit peu les choses, quand à un moment donné, il faut être capable de développer une réflexion qui soit une réflexion un petit peu différente, avec la nécessité, on le voit bien, ce que Guillaume vient de dire nous promet effectivement des années et des décennies qui vont être certainement très différentes. Et ça veut dire qu'il va falloir faire des choix, et ces choix, ils ne vont pas être simples. Par exemple, il va sans doute falloir préserver la ressource naturelle pour tout ce qui va relever de l'adduction en eau potable, ce qui veut dire qu'en parallèle, il va falloir utiliser ce qu'on appelle des ressources alternatives, notamment pour l'arrosage des espaces publics, le nettoyage des rues, des trottoirs, etc. La réutilisation des eaux usées, on en est où aujourd'hui? Alors la réutilisation des eaux usées, je vais dire finalement, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on l'utilise très peu, mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, on a une vraie marge de progression. Si on se compare par rapport à l'Italie ou à l'Espagne, nous réutilisons aujourd'hui 1% de nos eaux traitées. 1%. En Italie, on réutilise 10%, et en Espagne, on réutilise 15% des eaux traitées. Il y a donc une marge de progression qui est extrêmement importante et qui doit nous permettre de contribuer à ce changement de regard que nous devons avoir vis-à-vis de l'eau et de ses différents types d'utilisation. Il faudra aussi qu'on soit plus, Hélène Fernet, attentif à la qualité de cette eau, pour justement, quand il y en a moins, il faut qu'on la chouche, qu'on la préserve. Ouais, complètement. Donc du coup, enfin, la problématique du traitement des eaux usées est cruciale pour améliorer la qualité des eaux. Les eaux, c'est un réceptacle de nombreux substances chimiques. Donc on parle beaucoup des produits phytosanitaires, mais vous avez également des hydrocarbures, vous avez des polychlorobiphéniles, vous avez des tensions actives, des plastifiants. Toutes les activités finalement, à la fois industrielles, domestiques, urbaines, génèrent un certain nombre de contaminants chimiques, et vous avez également la problématique microbiologique associée. Donc de toute façon, le traitement des eaux usées permet effectivement d'atteindre un certain nombre d'objectifs. On sait par contre que malgré tout, qu'aujourd'hui, les stations de traitement des eaux usées, en sortie de station de traitement des eaux usées, on retrouve encore un certain nombre de micropolluants qui sont ensuite présents dans le milieu naturel. Et finalement, plus on regarde et plus on surveille des substances, plus on se rend compte de la complexité finalement des mélanges que l'on peut avoir en sortie de station d'épuration. Et ensuite, on a conscience que pour certains usages, et je pense notamment à la réutilisation des eaux usées aussi, on peut faire des traitements complémentaires, des traitements tertiaires qui vont encore améliorer la qualité des eaux pour répondre aux usages et aux risques associés. Ce qui est important, c'est la caractérisation du danger, c'est-à-dire à la fois problématique microbiologique et chimique, et au regard de ça, de proposer des mesures finalement à la fois de traitement, mais également des mesures de gestion donc sur site, qui soient cohérentes et adaptées finalement aux enjeux d'usage, en tenant compte effectivement des besoins qui seront de plus en plus prégnants demain, de disposer d'une eau d'une qualité suffisante au regard des usages qu'on en fait. C'est un enjeu de santé publique également pour l'avenir. On parlait, vous focalisez-vous sur les polluants émergents. Les médicaments, l'antibiorésistance passe aussi par une meilleure... la lutte contre l'antibiorésistance par...
C'est vrai qu'en s'intéressant à la problématique des résidus de médicaments qui, après usage thérapeutique, sont présents dans le milieu naturel, se pose la problématique de la présence des antibiotiques dans les milieux naturels. Donc on a vu que cette question est de plus en plus donc, présente, puisque les enjeux de l'antibiorésistance, on sait qu'ils sont majeurs d'un point de vue de santé publique. Aujourd'hui, vous avez une liste de vigilance dans le cadre de la directive cadre sur la surveillance des milieux aquatiques. Cette liste de vigilance s'est encore enrichie d'antibiotiques, de manière à ce qu'on ait une meilleure connaissance finalement de la présence des antibiotiques dans les milieux naturels. Mais il est clair que tout ça doit se concevoir dans une approche globale. La problématique de l'antibiorésistance dans les milieux naturels est aussi liée à d'autres pressions anthropiques. On peut parler de biocides, on peut parler d'éléments de traces métalliques. Elle est liée aussi à l'environnement, au stress hydrique, à la modification finalement de ce milieu aquatique. Donc c'est complexe. Et je voulais rajouter quelque chose aussi, c'est que finalement, sur les enjeux associés aux antibiotiques, vous avez un travail énorme qui a été conduit, par exemple, en médecine vétérinaire, pour avoir un usage plus raisonné, on va dire, des antibiotiques en usage vétérinaire. En médecine humaine, sur l'usage des médicaments, il est clair que l'usage des médicaments a une visée populationnelle pour maintenir et améliorer l'état de santé de nos populations. Ceci étant dit, il faut avoir conscience ensuite de ces problématiques environnementales. Mais quand on voit les Français qui sont, alors je dirais même pas soucieux, mais ils sont extrêmement attentifs à la quasi-pureté de l'eau qu'ils consomment, est-ce qu'on va pouvoir les conduire à, par exemple, admettre qu'on peut réutiliser les eaux usées pour certains usages, qu'il faut parfois une balance bénéfice-risque un peu plus fine ou rationnelle. Il y a tout un travail culturel à faire. Il y a un travail culturel à faire, absolument. Et je dirais que finalement... Attention, petit problème de micro. Oui. Merci. Il y a effectivement donc un vrai problème culturel. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et comme souvent, finalement, il faut arriver jusqu'au bout du chemin, se trouver face au mur, et pour se dire, on va essayer de mettre en place des solutions. Et ça veut dire une chose qui est très claire, c'est que dans le domaine de l'eau, on ne peut pas travailler tout seul. Guillaume évoquait tout à l'heure le fait qu'on a besoin de travailler avec l'ensemble des acteurs. Je dirais que sur le plan scientifique, on a besoin de travailler avec toutes les compétences scientifiques. On ne peut pas résoudre les problèmes de l'eau en étant simplement un hydrologue ou un hydrogéologue ou un spécialiste de la chimie de l'eau. On a besoin de tout le monde. Et on a besoin aussi de toute cette dimension que vous évoquez, qui est cette dimension des sciences sociales, des sciences humaines. Et donc ça veut dire que par exemple dans nos équipes de recherche aujourd'hui, quand on s'intéresse à ces problématiques-là, quand on comprend qu'il va falloir faire un certain nombre d'efforts, eh bien on travaille en associant tous ces gens de façon à ce que cette interdisciplinarité permette d'avancer convenablement sur le chemin avant de se trouver complètement face au mur. Parce que ce besoin de changer notre regard par rapport à l'eau, de considérer que finalement ça n'est plus juste, c'est tellement simple que ça n'est banal, mais quelque chose auquel il va falloir faire attention, qu'il va falloir effectivement accepter qu'on utilise des ressources dites alternatives. Pour ça, on a besoin de cette démarche qui soit globale, inclusive, et qui fasse en sorte que à la fois l'ensemble des acteurs, mais l'ensemble des compétences scientifiques soient mises dans le jeu. Guillaume Thiriel, dans ces cartes de stress hydrique 2050, on voit qu'il y a déjà aujourd'hui des conflits d'usage qui s'intensifient entre les acteurs économiques, les agriculteurs, les acteurs touristiques, pour l'accès à l'eau. Est-ce que demain, on peut presque cartographier les zones de petites guerres de l'eau, de conflits? Alors, problème de micro. Donc c'est vrai que déjà aujourd'hui, des conflits d'usage, on en a en fait partout en France. Parce que on a tout. Donc des conflits sur l'eau, on en a déjà partout en France en ce moment. On a tous eu cet été les cartes de vigilance sécheresse avec des restrictions en eau. Ça, c'est déjà des conflits d'usage parce que ça veut dire qu'on priorise l'usage eau potable qui est toujours au-dessus des autres et on vient couper au fur et à mesure des autres usages. Donc dans le futur, comment cartographier ces conflits? Donc ça, c'est très difficile parce que
très difficile parce qu'en fait, les usages sont vraiment très locaux, avec des contextes très locaux. À certains endroits, il y a des barrages, mais pas dans le bassin d'à côté. Donc, une chose qui va déjà contraindre les conflits, c'est la ressource en eau. Et on sait que, notamment dans le sud de la France, c'est là qu'on sera le plus touché. Donc, c'est là qu'on aura le plus de conflits. Et on sait aussi qu'on a des gros besoins dans ces zones-là, pour l'irrigation notamment. Les derniers grands travaux, finalement, remontent à l'après-guerre. C'était les années 50, début des années 60, c'est un peu comme dans le domaine de l'énergie, c'est pareil. C'est là qu'on a fait les grands barrages, qu'on a fait les canaux, qu'on a développé des systèmes d'irrigation. On l'a plus fait. Est-ce qu'on pourra se passer de ces adaptations? Et là, je pense évidemment aux bassines, aux retenues d'eau qui créent des conflits, on voit, majeurs dans la société. Est-ce qu'on va pouvoir se passer de faire ces retenues d'eau? Alors, est-ce qu'on va pouvoir s'en passer? Moi, je crois, ce que j'aimerais, c'est que dans le domaine de l'eau, comme dans d'autres domaines, dans ce pays, finalement, on arrive à débattre des choses d'une manière assez sereine. Or, on le voit bien, par exemple sur la question des bassines précisément que vous évoquez, on n'y arrive pas. C'est un débat C'est dingue. C'est un débat qui s'enflamme immédiatement, peut-être parfois pour de bonnes raisons, souvent pour de mauvaises raisons à mon avis. Et en tout cas, je ne crois pas qu'on puisse faire à un moment donné l'économie, là aussi finalement, de mettre tous les acteurs concernés autour de la table, avec sans doute des modérateurs, puisque précisément c'est un peu chaud, c'est un peu tendu comme type de débat. Mais moi j'ai tendance à considérer qu'il n'y a pas de solution qui soit bonne partout et de solution qui soit mauvaise partout, ou inadaptée. Je pense qu'il y a des endroits où c'est possible, il y a des endroits où c'est pertinent, puis il y a des endroits où c'est pas la bonne solution. Donc ce qu'il faudrait juste, c'est qu'on revienne à un petit peu de raison et qu'on soit capable de mettre sur la table toutes les données du problème, et qu'à ce moment-là, on regarde, on discute, on partage ces données, on partage ces contraintes, et on arrive à un compromis. Peut-être que le compromis, ça sera de dire, on l'a fait, cette bassine, ou que le compromis arrivera à la solution qui dit, on n'a aucune raison de la faire. Mais se prononcer comme ça, d'entrée de jeu, souvent, c'est oublier notamment toutes les contraintes économiques, les contraintes culturelles, pour les gens qui vivent là depuis longtemps, toutes les contraintes sociétales, toutes les contraintes historiques. Et je trouve que c'est aussi des éléments qui doivent être pris en compte. L'eau, on ne peut pas dire à la fois l'eau c'est notre quotidien, et puis à un moment donné, quand précisément on a besoin de prendre des décisions lourdes, oublier que c'est notre quotidien, parce que si c'est notre quotidien, ça veut dire que ça impacte dans tout un tas de domaines qui vont bien au-delà de ce qui est à considérer, je veux dire, en première ligne. Voilà. Et donc, enfin en tout cas c'est mon point de vue, et je le défendrai, je pense qu'on a ce besoin, là aussi, de se dire qu'il n'y a pas de solution qui soit bonne partout ou mauvaise partout. Le monde binaire, ça n'existe pas. C'est pas la réalité des choses. Quand on est dans un domaine aussi complexe que l'eau, qui est tellement transversal et qui touche à tout, la vie domestique, nos besoins personnels, notre vie, mais aussi tous les besoins agricoles, industriels, toute l'économie au sens large est percutée par l'eau. Donc la solution ne peut pas être simple, elle ne peut pas être c'est noir ou c'est blanc, c'est pas possible. Il faut prendre le temps de discuter, de raisonner, voilà, de garder raison sur tous ces sujets-là. Guillaume Tirel, c'est au cœur des réflexions et des enjeux de l'INRAE, bien sûr. Est-ce que vous dessinez aussi un nouveau visage de la France agricole? C'est aussi pour ça que je vous pose la même question. Est-ce qu'on peut se passer d'adaptation et comment les faire au mieux, je dirais qu'elles soient compatibles aussi avec une préservation de l'environnement et une préservation de la ressource? Alors non, on ne peut pas se passer d'adaptation, ça c'est certain, parce que le changement climatique, il est déjà là et il va continuer à arriver ces prochaines années, quoi qu'on fasse sur nos émissions de gaz à effet de serre, parce que le climat a une certaine inertie. Donc on va vers un climat plus intense que celui qu'on a maintenant, dans les années prochaines. Donc on doit s'adapter. Donc c'est vrai qu'à INRAE, on travaille pas mal sur ces questions d'adaptation, notamment adaptation des usages de l'eau. Et comme le disait Eric, c'est un travail qui fait intervenir pas mal d'acteurs. Donc nous, dans le domaine de la recherche, avec nos outils, nos modèles, nos méthodes, mais en fait, on travaille aussi beaucoup avec les acteurs, donc à la fois les gestionnaires de bassins
mais aussi toutes les parties prenantes sur chaque bassin, donc les fédérations de pêche, les chambres d'agriculture, les responsables sur l'environnement, etc. Donc ça, c'est vraiment un gros travail de mettre toutes les personnes autour de la table pour étudier le problème de manière vraiment neutre. Donc, sur le cas spécifique des retenues, c'est sûr que c'est pas une solution qui pourrait être mise en place partout en France. Déjà, il y a des endroits où, physiquement parlant, c'est pas possible. Oui, on risque d'assécher les nappes phréatiques. Tout à fait. C'est vrai que un des inconvénients des retenues en eau, c'est qu'on les remplit, et on les remplit quand on a beaucoup d'eau dans la rivière. Sauf que c'est aussi le moment où les nappes sont rechargées. Donc cette eau qu'on met dans la retenue, c'est une eau qui n'ira pas dans les nappes phréatiques. Et au-delà de ça, on peut parler aussi un peu de vulnérabilité, puisque c'est naturel. Hein. Si on construit une retenue, l'agriculture qui sera sur la zone sera dépendante de cette retenue. Ça n'a pas de sens de faire des cultures qui n'ont pas besoin d'irrigation, parce que c'est un investissement financier de faire une retenue. Sauf qu'on voit de plus en plus qu'avec les sécheresses qui peuvent commencer pendant l'hiver, pendant le printemps, ou qui durent plusieurs années de suite, ça peut être difficile de remplir ces retenues. Donc derrière, on a des agriculteurs qui sont très dépendants de l'eau disponible pour l'irrigation et qui, du coup, en cas de sécheresse, seraient beaucoup plus vulnérables parce qu'il n'y aura pas de plan B. Ouais, donc c'est à chaque fois des adaptations systémiques, en fait. Un cocktail. Hélène Fenech, on est un peu finalement au cœur de la santé globale voulue par l'OMS. On parle alors effectivement des contaminants dans l'eau, de la qualité de l'eau, mais on parle aussi d'alimentation. Est-ce qu'on sera capable encore de produire de quoi alimenter les populations? On en parlait tout à l'heure, c'est pour ça, en coulisses, il va falloir un peu revoir notre rapport aux bénéfices et aux risques par rapport à cette ressource. Sur la problématique des contaminants et au niveau des ressources, les ressources ont différents usages et en fonction aussi des usages sur un bassin versant, elles peuvent être contaminées par différentes substances. Donc aujourd'hui, il n'est pas toujours facile, enfin c'est complexe d'évaluer les impacts sur les écosystèmes associés à la diversité des substances chimiques qu'il peut y avoir sur un territoire. Mais il est clair que si on veut améliorer la qualité des eaux, là aussi ça engage une réflexion des différents acteurs sur les territoires, de bien identifier les sources de contamination et les marges de manœuvre que l'on peut avoir sur un territoire pour améliorer cette qualité des eaux. Je rajoutais aussi que disposer d'une eau pour l'agriculture, c'est essentiel, mais disposer d'une eau comme une ressource de qualité pour derrière produire de l'eau destinée à la consommation humaine, c'est également fondamental pour les populations. Et cette qualité des eaux est tout de même très dépendante de leurs ressources. Ensuite, on sait effectivement mettre en place des systèmes de traitement, mais qui ont un coût. Et à un moment donné, il faut tout de même se poser la question, effectivement, là aussi, mettre aussi tous les acteurs autour de la table sur la problématique de la qualité des milieux, de manière à évaluer effectivement cette balance bénéfice-risque d'un point de vue général, tant pour les écosystèmes que derrière, au travers des différents besoins de l'eau sur les territoires. Et sur la question des entrants aussi et des sources de contamination. Quels sont, vos points vraiment d'inquiétude ? Alors, les points d'inquiétude sont liés au fait que, comme la ressource en eau va avoir finalement peut-être une variabilité plus forte, c'est-à-dire que lorsqu'on est en période de stress hydrique, en fait, on a tout de même, si les eaux usées arrivent à la même fréquence, on a des problèmes de dilution et probablement aussi des problèmes non seulement de concentration, mais également d'évolution de la capacité de dégradation du milieu naturel. Enfin, on se trouve dans un milieu qui est très différent, probablement aussi avec des enjeux qui sont liés à d'autres, pourquoi pas aussi à la problématique de l'antibiorésistance. Donc on se trouve dans un environnement qui est différent et il faut absolument qu'on acquiert des connaissances sur le devenir des contaminants dans ces environnements-là, sur les problématiques sanitaires associées. Et on sait très bien aussi que les événements, par contre, extrêmes, entraînent des lessivages avec des pics de contamination. Et c'est pareil, il faut savoir, en tout cas, bien caractériser les dangers de manière à essayer d'anticiper un certain nombre d'actions
même sur la disponibilité de la ressource en eau pour des besoins comme les eaux destinées à la consommation humaine. C'est des vrais enjeux structurels sur nos territoires. Éric Servat, je vous posais la question, mais je connais... enfin, on a un problème aussi d'investissement pour s'adapter. On a un problème d'investissement, effectivement, parce que, et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais des constats ont été faits. Je dirige un centre de l'UNESCO. Il y a plus de 20 ans déjà, un précédent directeur général de l'UNESCO évoquait le paradoxe de l'eau, qui est indispensable à la vie, indispensable à nos activités économiques, et il soulignait le manque chronique d'investissement, le manque chronique d'intérêt politique, il y a qu'à voir l'état de nos réseaux, d'ailleurs. Voilà, la mauvaise gouvernance. Et ça se traduit effectivement par tout un tas de choses, dont effectivement l'état des réseaux. Globalement, on perd 20% de l'eau qui circule dans les réseaux. 20%, ce sont des millions et des millions de mètres cubes d'eau qui ont été traités. Donc il y a un investissement sur cette eau-là, et finalement, elle n'arrive pas à destination. Donc il y a un vrai travail à faire. Il faut être capable de redonner à l'eau la place qu'elle mérite. Quand vous regardez finalement, alors c'est certainement sur l'année, ça fait une somme, mais sincèrement, quand vous regardez le prix d'un mètre cube d'eau que vous consommez, quand vous imaginez qu'il y a dedans, vous payez le traitement pour la potabiliser, vous payez le transport de l'eau, vous payez le fait qu'ensuite elle soit récupérée, collectée, acheminée vers une station de traitement, traitée, rejetée, etc. Franchement, il n'y a pas de valeur à l'eau, on ne donne pas de valeur à l'eau. Et ça, je pense que c'est un vrai problème, parce qu'on est quand même dans un monde où pour accorder de l'importance à quelque chose, il faut que ça ait de la valeur. Et aujourd'hui, la valeur de l'eau, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu, ou en tout cas insuffisamment. On économise ce qui a de la valeur. D'une certaine manière, oui, absolument. Et donc ça pose un vrai problème, parce qu'on a besoin de ces investissements. Ils se chiffrent. Je lisais hier un papier là-dessus. Chaque année, ce sont des milliards qu'il faudrait investir pour moderniser nos systèmes de distribution, pour les remettre en état là où ils sont défaillants. Et cet argent, on ne le voit pas, on ne le met pas sur la table. Et donc, c'est un vrai problème. Il y a donc des solutions, vous le répétez dans vos travaux, vos recherches, vous essayez de le prouver. Et alors, c'est au sein de votre centre de l'UNESCO, vous essayez d'impliquer beaucoup ces jeunes générations pour qu'elles aient conscience de cette nécessité d'économiser cette ressource, de la préserver. Et puis, bien sûr, ce sont tous ces jeunes chercheurs qui travaillent aux solutions de demain. Alors, on a voulu en entendre aujourd'hui et qu'ils puissent s'exprimer et vous présenter votre travail. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, on l'espère, Géraldine, mais là, nous devrions donc accueillir depuis Abidjan Nicolas Rollo, donc, qui est professeur de physique-chimie au lycée français Blaise Pascal d'Abidjan et qui va nous parler d'une très belle initiative. Vous nous entendez? Alors, nous, on ne vous entend pas. Mais je pense... Voilà. Oui. Bonjour. On est là. Très bien. Donc, alors, je voudrais simplement situer quand même, on est avec eux parce qu'ils ont gagné le hackathon international organisé par Éric Servat. Et donc, on voudrait que vous nous présentiez le système que vous avez inventé. Et on le voit à l'écran. Alors, le système part d'un constat, d'un constat d'inéquité en termes de répartition d'eau, en Afrique de façon générale et en particulier en Afrique de l'Ouest. Donc, ces jeunes qui ont travaillé sur ce projet de récupération de l'eau de climatisation, puisque les climatiseurs en général rejettent beaucoup d'eau de condensation, surtout ici en Afrique on en utilise énormément. Et donc, ces jeunes se sont penchés sur le process de pouvoir récupérer cette eau de climatisation et collecter pour pouvoir utiliser dans les sanitaires du lycée. Donc, voilà l'idée de base. Et ils se sont penchés dessus et ils ont fait le constat que en saison sèche,
il y avait quand même jusqu'à 90 litres d'eau par jour donc de pluie, et puis le déclim faisait 420 litres par jour, ce qui est déjà énorme, et en saison de pluie, donc 560 litres d'eau donc par jour de pluie, et plus les 420 litres d'eau donc déclim, ce qui faisait un total de 960 litres d'eau par jour, et puis donc on constatait que ça faisait 53% en termes de besoins et 100% en termes de besoins en saison de pluie. Donc ils ont monté cette petite structure qui les permettait donc de voir comment aider déjà les établissements scolaires, puis les entreprises et les hôpitaux, donc en termes d'eau collectée, et ils ont chiffré leur projet à 1500 € donc par rapport à l'investissement, et qui pouvait avoir un retour d'investissement sur une dizaine d'années. Là, on voit les quelques partenaires qu'ils ont eus par rapport à ce projet-là, et ce que ça pouvait justement dégager comme bénéfice, donc, puisque c'était ce qui leur avait été demandé, de pouvoir chiffrer sur une certaine durée ce que ça pouvait rapporter un tel équipement. Voilà, c'est des jeunes qui ont passé leur bac au lycée français Blaise Pascal à Abidjan, et qui se trouvent aujourd'hui éparpillés dans le monde entier. Certains sont en France. Ceux qu'on a pu contacter, qui auraient dû présenter, malheureusement n'ont pas pu être là pour cause de cours et puis de décalage. Donc au niveau de la programmation, on est obligé de présenter à leur place, mais bon, ça a été un plaisir de travailler avec eux. Donc c'était des jeunes bien dynamiques et très braves. Voilà, c'était ça leur projet. Donc ça aurait été intéressant qu'ils soient là pour le présenter, mais bon, voilà. En vous remerciant donc de votre attention. Je suis impressionnée par les chiffres en fait qu'on vient de découvrir. C'est complètement fou ce qu'on récupère comme eau d'un climatiseur. Quel avenir, Éric Servat, pour ce type de projet? Parce que c'est clairement commercialisable. C'est clairement commercialisable, oui, parce que le travail qu'on leur demande finalement, il va depuis la réflexion à partir d'un problème qu'ils identifient, parce que c'est l'enjeu de ces hackathons, jusqu'au montage d'un business plan dans la perspective de créer une entreprise, une start-up ou quelque chose. Alors là, il s'agit de jeunes, donc ils sont mineurs, donc c'est plus compliqué. Néanmoins, ce qu'on fait, c'est que pour chacun de ces lauréats, on leur offre une enveloppe solo auprès de l'Institut de la propriété industrielle, donc ce qui, quelque part, montre qu'ils ont eu cette idée et que ça leur appartient. Et ensuite, pour eux, comme pour les hackathons étudiants que nous organisons aussi à l'international, on essaie de trouver, lorsqu'ils le souhaitent, des accompagnants. Je pense en particulier ici, par exemple, au BIC, le Business Innovation Center de Montpellier. Voilà, on essaie de trouver des partenaires qui peuvent, s'ils veulent aller plus loin, les aider à concrétiser leur projet. Et là, dans ce cas précis, ça va aller où? Peut-être à Abidjan, si vous nous attendez. Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup. L'enveloppe solo est déjà arrivée chez nous, donc c'est gardé dans les bureaux du proviseur du lycée. Pour ce qui est du lot, les jeunes sont partis un peu avant. Mais s'il y a quoi que ce soit, on est toujours en contact avec les jeunes. Malheureusement, c'est l'horaire de programmation donc c'est des jeunes qui viennent d'arriver dans les établissements, donc ils ne peuvent pas se permettre un certain nombre de choses, mais il y en avait une qui était là, qui a attendu jusqu'au dernier moment avant de partir. Mais bon, s'il y a une reconnaissance
on sait comment faire pour les retrouver et voir comment rentrer en contact avec eux. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a dans la salle les finalistes du même hackathon avec un autre type de projet qui peuvent peut-être nous rejoindre. Ce sont des élèves d'une classe de Nîmes. Sont-ils dans la salle? Je pense, oui. Alors, je pense que nous allons accueillir Corentin, ou vous voulez parler depuis votre place, comme vous voulez, ou vous nous rejoignez sur scène. Venez sur scène. Ah, alors, écoutez, je vais vous passer mon micro et vous allez effectivement nous présenter là aussi un très très beau projet. On vous écoute. Oui, du coup, nous, on a participé au même concours que ceux d'Abidjan. Et du coup, nous, on vient de Nîmes. Je suis venu avec mon équipe. On a monté le projet IDEO, qui avait pour but de responsabiliser un peu tout le monde, d'être à plus petite échelle. Et ce projet, il consiste à installer des capteurs à chaque sortie d'eau, dans tous les bâtiments, maisons, immeubles, etc. Et ces capteurs-là, ils vont capter tout le débit d'eau qui sort de chaque sortie d'eau. Ça va envoyer des informations via le Wi-Fi sur une application que chacun aurait. Et cette application, en fait, elle vous permettrait de suivre en temps réel combien d'eau est sorti de telle sortie d'eau dans votre maison. Donc, on s'est dit que... On s'est dit que pour que tout le monde puisse se responsabiliser, on va aller chercher le problème directement là où il est de base, chez les gens. Et donc ce projet, on l'a monté en 2 semaines. On a essayé d'être le plus réaliste possible. Et ce projet-là permettrait de se situer par rapport à un foyer qui est égal au nôtre, dans notre région, pour voir si on consomme plus ou moins avec des indicateurs, etc., qu'on montrait sur un cloud qui était en background de l'application. Donc voilà, on a monté un projet qui touchait tout le monde, pour que... souvent on nous dit qu'il faut faire ça pour que l'eau puisse être préservée, et on s'est dit que chacun pourrait se responsabiliser, voilà. Est-ce que vous avez pu suivre l'évolution du coup, une fois qu'ils savent? Est-ce que la consommation baisse? En fait, on s'est dit quand les gens vont la voir, déjà il faut qu'ils aient une mentalité de s'auto-contrôler. Et on n'a pas voulu jouer la restriction, on a plus voulu jouer l'autocontrôle, et que chacun se responsabilise. Et au niveau après de la suite, on n'a pas vraiment regardé si les gens pouvaient aller forcément réduire leur consommation d'eau, mais en tout cas on s'est rendu compte qu'en permettant aux gens de se rendre compte s'ils consomment plus ou moins que le même foyer, d'eux-mêmes ils allaient réduire leur consommation d'eau. C'est l'un des enjeux Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'un des enjeux de demain, cette sobriété. Ça consomme quoi un Français? C'est, je crois, 146 litres d'eau par jour. C'est beaucoup. Merci. Oui, on est à peu près à ça, de l'ordre de 150 litres par personne. Et comparativement à d'autres... oui, dans certains endroits sur la planète, on est très très en dessous. Certains endroits de la bande sahélienne ou subsahélienne sur le continent africain, si on arrive à entre 10 et 15, c'est le maximum. Donc il y a des disparités, il y a des écarts qui sont absolument invraisemblables. Juste un chiffre, sur la planète, il y a 3 milliards de gens qui ne peuvent pas se laver les mains. 3 milliards de gens, je sais parce que votre micro a été coupé, 3 milliards de gens qui ne peuvent pas se laver les mains sur la planète. C'est-à-dire qui n'ont pas accès à... C'est ça. 3 milliards de gens, on est à peu près presque 8 milliards sur la planète, donc il y a un petit peu moins de la population mondiale qui n'a pas accès à un système qui lui permet de se laver les mains. Juste comptez le nombre de fois où vous vous lavez les mains chaque jour, et la prochaine fois que vous vous laverez les mains, pensez à ces 3 milliards de gens qui, eux, ne peuvent pas le faire. Avec de l'eau traitée. Et avec de l'eau traitée. Alors, je propose peut-être que nous prenions quelques questions ou témoignages, parce que beaucoup de choses ont été dites. Moi, je propose aussi quand même, on a entendu donc cette très belle initiative à Abidjan, on a entendu le lycée de Nîmes, qu'on puisse aussi quand même les applaudir, parce que c'est un très très bel engagement. Voilà.
Vous êtes encore avec nous, monsieur. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des réactions? N'hésitez pas. Beaucoup de jeunes sont également parmi nous, hein, de lycéens. Donc, si vous voulez compléter, oui, une question là-bas, on vous écoute. Je passe de vous. Oui, bonjour, Frédéric Vakoviak, Veoliao. Donc moi, je suis chargé du suivi industriel dans l'Hérault, donc ça recoupe plein de problématiques qui ont été évoquées. Juste, je voudrais féliciter Monsieur Servat d'avoir retenu le lycée d'Abidjan comme premier prix, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est nécessaire, alors on parle beaucoup des applis, de la prise de conscience, c'est aussi les récupérations, les développements basiques, enfin basiques entre guillemets, de la technique. Alors peut-être en France c'était il y a 50 ans qu'on mettait en place des systèmes comme ça, et encore. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et autre chose que je regrette, le mot qui n'a pas été prononcé, c'est éducation. Aujourd'hui, je pense même dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais visité une station d'épuration, jamais visité une usine de traitement d'eau potable, alors que, enfin, bon, moi c'est la base pour moi, c'est mon métier, mais on apprend énormément de choses et c'est là qu'on prend conscience et qu'après, ça a des répercussions sur notre quotidien. Voilà, donc j'ai pas vraiment de questions, c'était juste une réaction. En tout cas, je vous remercie pour cette thématique en ouverture de ces débats. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre... Oui, monsieur, on vous écoute. Oui, Madame Hélène Fenet voudrait rebondir à ce qui vient d'être dit. Bien sûr, pardon. Oui. Je rejoins ce qui vient d'être dit. C'est effectivement la problématique de l'éducation, c'est-à-dire d'avoir une conscience finalement des démarches que l'on accomplit, qui peuvent avoir un rôle très fort, tant à la fois sur la préservation du volume, mais également sur la problématique de la qualité des eaux. Et quand on sait tout le process derrière qu'il y a pour améliorer la qualité des eaux, on peut peut-être aussi avoir une conscience un petit peu individuelle ou même collective d'un point de vue professionnel, de peut-être limiter aussi un certain nombre d'usages qui sont peut-être pas indispensables, ou de réfléchir aux alternatives qui sont possibles, tant sur la récupération de l'eau, mais également sur l'usage de différentes substances, tant en secteur industriel, domestique, urbain. Voilà. Merci pour cette réflexion dans la salle. Monsieur, on vous écoute. Donc merci pour votre intervention. Je pense que je vais rebondir sur ce que vous venez de dire et sur le projet d'Abidjan. Mon papa a 88 ans. Il s'est installé une pompe à chaleur il y a quelques années dont il est très fier. Il s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau qui ressortait. Il a mis un fût en plastique, il a mis une pompe de relevage dedans et il arrose son jardin avec. Voilà. Initiative individuelle. Merci, c'est aussi là un témoignage extrêmement intéressant. Chacun peut trouver des astuces et mettre en place des solutions. Merci beaucoup, monsieur. Un autre témoignage de ce type, oui? Ou une question? Pour les lycéens et leurs projets, est-ce que, par exemple, il pourrait y avoir des applications industrielles aussi, si ça marche à l'échelle individuelle? Est-ce qu'il pourrait éventuellement y avoir des prises de conscience à l'échelle industrielle avec les mêmes procédés? Alors, qui répond? Alors, pour le lycée, monsieur. Pour le lycée, peut-être Abidjan est encore peut-être avec nous ou... Voilà, Corentin. Levez-vous peut-être, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous filmer. On avait prévu aussi, au bout d'un certain temps, de travailler aussi avec les industriels pour proposer directement des lavabos, des sorties d'eau avec les capteurs. Donc après, je pense que ça répond à votre question. Voilà. Merci. Merci. Je voudrais juste dire un mot, mais très rapide. Vous avez deux exemples là, de projets qui ont été imaginés par des lycéens. Alors il y a un certain nombre d'étudiants aussi qui sont dans la salle, là, des étudiants d'écoles d'ingénieurs, de Polytech, de l'EPF, qui sont des écoles d'ingénieurs ici à Montpellier. Et ce qui est frappant, finalement, c'est que quand on donne la possibilité à ces jeunes de réfléchir et d'imaginer quelque chose, ils ont une imagination qui est extraordinaire et ils ont un enthousiasme qui est contagieux. Et organiser ces hackathons qui les met en situation, pendant lesquels on leur propose l'aide de coachs, d'experts, pour aller depuis un embryon de réflexion
jusqu'à la proposition parfois d'un projet de création d'entreprise avec un business plan à la clé, etc. C'est tout à fait remarquable de voir le cheminement et de voir la capacité qu'ils ont à imaginer des solutions à un certain nombre de problèmes. Et c'est souvent des solutions qui sont très pratiques. On pourrait se dire, ma foi, finalement, les contraintes, ils ne les ont pas. Mais non, pas du tout. On est souvent sur des situations très pratiques. Il s'agit de récupérer de l'eau des climatiseurs. Et j'ai vécu longtemps en Côte d'Ivoire. Je vous assure que c'est très humide et il coule beaucoup d'eau des climatiseurs. Et il s'agit là, finalement, de donner aux gens une capacité d'auto-évaluation. On est sur des choses qui sont très concrètes. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Le temps file très vite. Madame. Bonjour. Alors, la question se porterait sur les citoyens, en fait, au-delà de les sensibiliser, de les éduquer, comment on les fait participer plus concrètement à la gouvernance sur l'eau, à la gestion de l'eau, au-delà de sa propre consommation et quelquefois d'une entrée un peu culpabilisatrice sur sa consommation personnelle. Voilà, merci. Je crois que ça existe déjà, la grosse ça, question, au niveau des territoires, des instances où se décide finalement. C'est des comités de bassin, qu'est-ce qui existe ? Il y a ce qu'on appelle les clés, les commissions locales de l'eau, qui effectivement rassemblent un certain nombre d'acteurs. Et donc l'usager est un acteur, je ne vais pas dire comme un autre, mais c'est un acteur et effectivement il faut l'inclure. Ensuite, mais en revanche, ça a besoin d'être un petit peu organisé parce que autant on va pouvoir mettre un syndicat de bassin qui va être facile à identifier et à représenter, autant on ne va pas mettre les 250 ou 300 000 habitants de Montpellier autour de la table. Et donc, ça a besoin d'être organisé. Mais je suis d'accord avec vous. D'abord, il s'agit moi, j'ai horreur de culpabiliser les gens. Je pense que c'est pas une bonne façon de faire. C'est très infantilisant. Mais en revanche, on a besoin effectivement de partager les choses pour arriver à des solutions qui soient acceptées. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Donc il faut trouver le moyen de faire en sorte que, est-ce que ça peut être à travers des associations de quartier, est-ce que ça peut être à travers un mode de représentation participative sur lequel il faut encore travailler, mais les usagers doivent être autour de la table. Sans ça, les solutions proposées ne seront pas acceptées. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. On vous applaudit. Merci beaucoup, Géraldine. Alors, j'ai vu beaucoup de mains se lever. Nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, mais j'ai une très bonne nouvelle. Vous allez pouvoir poursuivre les échanges avec nos invités s'ils le sont d'accord. Donc, au niveau de la galerie, et là, vous pourrez également donc découvrir de très belles initiatives, notamment une exposition sur l'eau de nos partenaires. Donc, voilà, n'hésitez pas à poursuivre les échanges. Nous, on se retrouve dans quelques minutes, donc avec une très belle conférence avec Alain Toledano. Et si la personne malade comptait plus que sa maladie, donc je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup.